Alors bienvenue toutes et à tous à l'Université de Mons. C'est vraiment un bonheur de vous voir aussi nombreux, de voir que vous avez répondu à l'invitation de venir accueillir l'une des personnalités du monde de la science et de la pensée scientifique, donc Étienne Klein. Alors, donc Étienne Klein est physicien et philosophe des sciences. Il est directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA. Et il est aussi producteur sur France Culture d'un tas d'émissions que vous connaissez certainement, comme le Pourquoi du Comment, des sciences en question, etc. Alors, je pourrais vous lire son impressionnant CV, lister ses publications, les nombreux prix qu'on lui a attribués, je ne le ferai pas. On pourrait parler aussi des nombreux ouvrages. Moi, je peux que vous conseiller à suivre Étienne Klein sur les pérégrinations d'Albert Einstein ou de Majorana, etc. C'est des sujets absolument passionnants. On peut aussi l'écouter vous parler du temps, des subtilités de la physique quantique. Alors en fait, il écrit avec les connaissances du savant, avec la sagesse du philosophe et avec la force du verbe des grands auteurs. Donc s'imprégner des ouvrages d'Étienne Klein, c'est finalement déguster un élixir de vie, se réchauffer l'âme, c'est que du bonheur. Alors, et stimuler sa pensée. Alors, info de service, comme on parle des bouquins, en fait, il y a Valérie de la librairie Scientia qui est à l'accueil et qui a amené un bel échantillonnage des ouvrages d'Étienne, donc n'hésitez pas tout à l'heure. Alors, c'est pas la première fois en fait qu'Étienne Klein nous rejoint à Mons. Il est déjà venu en 2016, en ce même lieu. Il nous avait subjugué avec une conférence qui parlait de l'éventuel instant zéro de l'univers. Alors, c'est une conférence qui continue à faire couler beaucoup d'encre, puisque sur notre chaîne YouTube, le nombre de vues n'arrête pas d'augmenter jour après jour. On est déjà plus de 363 000 vues. C'est le record, en fait, absolu. Voilà. Alors, que vous dire d'autre ? Eh bien, depuis 2016, il s'en est passé des choses, et notamment des choses dans l'infiniment petit, qui ont eu des impacts sur le mésocosme, donc notre monde qui est coincé entre le petit et le grand. Vous devinerez que je parle de la pandémie. C'est une époque où les esprits se sont vraiment affolés, où les repères se sont envolés, où les relations entre les uns et les autres se sont souvent envenimées. Alors on a pu assister d'un autre côté à la science en mouvement, au savoir en train de se construire avec son temps propre, ses spécificités, ses subtilités. On a vu apparaître les zones de cisaillement entre le temps de la science et le temps des médias. Et on a vu aussi à l'œuvre la puissance dévastatrice des certitudes et des simplifications extrêmes. Et qu'ici de la nuance, bonjour la caricature. Alors, opinion, vérité, certitude, hypothèse, injonction, probabilité, statistique. En fait, ça a été un immense maelstrom mental qui a vraiment dévasté le monde à cette époque-là. Comme si la pandémie, finalement, ne suffisait pas à ça. Alors, en tant que médiateurs scientifiques, nous nous sommes retrouvés devant des murs nouveaux, incompréhensibles, désespérants. Et c'est à ce moment-là qu'Étienne Klein a joué à nouveau un rôle de premier choix en remettant de l'ordre dans nos idées, en essayant de comprendre le jeu dans lequel nous étions tous partie prenante, en semant des graines de réflexion pour le futur. Qu'il en soit remercié. Il avait même accepté à l'époque de nous présenter une conférence en ligne avec cette question pertinente, encore une, avons-nous le goût du vrai ? Alors en tant que, comme nous sommes entre nous, je dois bien vous avouer qu'au MUMONS, on a fait quelques phrases d'Étienne Klein, vraiment nos mantras, j'en citerai que quelques-unes. Étienne Klein dit souvent, pour redonner le goût des sciences, il faut redonner du goût aux sciences, les réérotiser. Il parle aussi souvent de l'importance essentielle du comment a-t-on su que. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a fait tout ce travail sur le pendule Foucault, l'expérience de Fizeau, les aurores polaires, l'électricité. Alors il a aussi mis sur le champ public des expressions vraiment intéressantes, comme le fait que la science, elle n'est pas démocratique. Il a abordé cette notion, alors c'est un véritable virlangue, c'est ultra-crépidarianisme, donc cette idée selon laquelle on ne se rend pas compte à quel point on ne connaît pas un sujet qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose de vraiment essentiel dans la vie de tous les jours. Alors avant de laisser la parole à Étienne, juste un petit mot rapide pour vous expliquer un peu le contexte de cette soirée, comment elle a pu naître. En fait, si Étienne est parmi s'il est parmi nous aujourd'hui, c'est parce que demain est un autre grand jour à l'Université de Mons, puisqu'on va avoir en fait la première soutenance de thèse en philosophie des sciences. C'est une thèse en fait qui est soutenue, qui est dirigée par notre collègue Anne Staquet ici présente et par Dominique Lambert de l'université de Namur. Et donc Étienne Klein en fait partie du jury et donc on lui a demandé si dans le cadre de sa venue il acceptait de présenter la conférence. Alors je sais que son agenda il est tellement massif que son espace-temps doit fortement être courbé.
Mais donc, il a quand même accepté de nous offrir cet exposé. Enfin voilà, une conférence qui est aussi organisée en collaboration avec la Société philosophique du Hainaut, la SOPHIA. Alors finalement, dans ce monde soumis à des crises qui n'en finissent pas, dans ce terrible contexte planétaire à faire frémir les plus optimistes, on pourrait se dire que passer du temps à philosopher, pire à philosopher sur les sciences, mais finalement ça n'a pas beaucoup de sens. Mais peut-être que penser l'acte scientifique et d'une manière plus générale penser le sens de nos actes, peut-être est-ce là l'un des moyens les plus certains pour redonner du sens à ce qui semblait parfois totalement en être dénué. Donc Étienne, mille merci d'avoir accepté notre invitation à présenter cette conférence et merci de nous emmener à nouveau sur les chemins des immortels que sont Galilée, Newton, Einstein et les autres. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Voilà. Je voulais d'abord vous remercier d'être aussi nombreux, je ne m'y attendais pas, j'ai préparé cette conférence dans le train à toute vitesse et si j'avais su que vous étiez si nombreux, j'aurais un peu plus travaillé. Voilà. Mais je remercie Francesco Lobue pour son invitation. C'est en effet la seconde fois, la deuxième, parce que j'espère revenir, que je viens à Mons. À chaque fois, il m'arrive des choses incroyables. Soit à l'aller, soit au retour. Cette fois, c'était à l'aller. Une alerte à la bombe, gare du Nord, une valise qui explose, mais le train qui finit par partir, donc je suis là. Et la dernière fois, c'était au retour, je sais plus ce qui m'était arrivé, mais ça laisse des souvenirs marquants. Et à chaque fois, ce sont des bons souvenirs. Alors, j'ai proposé pour cette soirée de vous parler de la chute des corps, et avec l'idée que il y a une partie de la physique, enfin il y a une partie de l'histoire de la physique qu'on fait commencer, disons, avec Aristote, ça sera le premier auteur que je citerai, jusqu'à Einstein, qui est une sorte de tentative d'émancipation par rapport au contexte particulier dans lequel nous, les humains, nous sommes. On vit sur Terre, dans l'atmosphère, donc on ne vit pas dans le vide, et on vit dans le champ de gravité terrestre. Donc on est dans des conditions qui sont assez spécifiques, qui ne sont pas du tout universelles. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir que des grands esprits, comme ceux que Francesco a cités et quelques autres, ont trouvé des sortes de stratagèmes intellectuels pour comprendre ce qui se passerait si on était ailleurs que là où nous sommes. C'est-à-dire, ils nous ont sortis du contexte très particulier dans lequel nous sommes pour trouver des lois qu'on qualifie d'universelles, qui sont les lois de la physique. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que si vous songez à des personnages comme Galilée, au début du XVIIe siècle, qui énonce la bonne loi de la chute des corps, ou bien si vous pensez à Einstein qui publie en 1915 une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la théorie de la relativité générale, vous vous rendez compte qu'il découvre ces lois sans avoir quasiment de données empiriques. Par exemple, à l'époque de Galilée, on ne sait pas mesurer la vitesse instantanée des corps quand ils se déplacent ou quand ils tombent, par exemple. La notion même de vitesse instantanée n'est pas définie. On n'a pas encore le calcul différentiel. Et les mesures de durée, pour la durée des chutes, ne sont pas d'une très grande précision. De même, quand Einstein écrit les équations de la relativité générale au tout début du XXe siècle, qui sont les équations qu'on utilise aujourd'hui pour faire de la cosmologie. Donc, de ce point de vue-là, les équations n'ont pas changé. Les équations qui décrivent la gravitation aujourd'hui ont plus d'un siècle d'existence. Mais à l'époque d'Einstein, qu'est-ce qu'on savait sur l'univers? Par rapport à aujourd'hui, quasiment rien. On ne savait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. On ne savait évidemment pas que l'univers est en expansion. On ne savait pas d'où vient que les étoiles brillent. On n'avait pas identifié les forces nucléaires. Bref, on connaissait très peu de choses et il a trouvé les bonnes équations. Aujourd'hui, on a évidemment beaucoup de données, on a compris beaucoup de choses, notamment le fonctionnement des étoiles, on a découvert les trous noirs, les ondes gravitationnelles, les pulsars, beaucoup d'autres choses, et on utilise toujours les équations d'Einstein. Et d'ailleurs, sans les équations d'Einstein, il y a des objets ou des entités physiques qu'on n'aurait pas pu détecter, à commencer par les trous noirs ou les ondes gravitationnelles, qui sont des solutions des équations d'Einstein qu'on a fini par identifier parce que les équations réclamaient
qu'elles existent. Alors, je suis pas en train de vous dire que on a tout compris sur la gravitation. Ça sera d'ailleurs mal placé, puisque vous le savez sans doute, après-demain va décoller une fusée qui va emporter un télescope spatial européen qui s'appelle Euclide et qui va rejoindre, après un long voyage, ce qu'on appelle le point de Lagrange numéro 2. Il va orbiter autour de ce point de Lagrange et pendant 6 ou 7 ans recueillir des informations par le biais de la lumière visible et un peu de l'infrarouge sur des grandes quantités de galaxies. Et on espère que ces données nous permettront de mieux comprendre et de mieux quantifier peut-être aussi le moteur de l'accélération de l'expansion de l'espace-temps. L'espace-temps est en expansion, mais en plus, nous savons depuis à peu près une vingtaine d'années que cette expansion s'accélère. Et le moteur de cette accélération est inconnu, on l'appelle l'énergie noire, ce qui veut bien dire qu'on ne sait pas ce que c'est. Et bon, ce télescope, on pourrait le qualifier comme une opération de blanchiment de l'énergie noire, c'est-à-dire qu'on espère faire la lumière sur ce qu'est l'énergie noire, dont l'existence n'est pas certaine, j'y reviendrai, mais si elle existe vraiment, on aimerait bien connaître sa nature. Et pour commencer, donc, je vais remonter à Aristote. Aristote s'intéresse, dans le Traité du ciel, un de ses livres dans lequel il aborde énormément de sujets, dont la chute des corps, il s'intéresse à ce qu'on appelle aujourd'hui la gravitation. Mais quand on parle de gravitation aujourd'hui, on lui donne un sens particulier à ce mot qu'on a tendance à projeter dans les textes anciens qui utilisent le même mot. En fait, pour Aristote et pour les Grecs en général qui le suivent, la gravitation, c'est pas une force qui s'exerce sur les objets. La gravitation, c'est une propriété qu'ont certains corps, qu'il appelle les corps graves, qui réalisent leur être en chutant. Autrement dit, un corps tombe, non pas parce qu'il subit une force qui provoque sa chute, mais parce qu'il est dans son destin, dans l'accomplissement de son être, de chuter. Et un corps pesant qui tombe, en fait, il rejoint le bas, qui est le lieu que Aristote qualifie de naturel. C'est là qu'il est bien. C'est là qu'il doit aller. C'est là que la chute des corps l'entraîne. Et à cette époque, l'idée d'expérimentation au sens moderne du terme n'est pas vraiment développée. On fait des observations. Et les observations que font les Grecs, c'est celles que nous faisons tous. Elles sont assez triviales. Nous voyons que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Voilà. Une enclume tombe plus vite qu'une plume. Aristote, dans le Traité du ciel, énonce une loi dite de la chute des corps qui va être enseignée pendant des siècles, sans être contredite. Cette loi, c'est si un poids donné parcourt une distance donnée en un temps donné, un même poids plus quelque chose parcourra la même distance en un temps plus court, et les temps seront inversement proportionnels au poids. Par exemple, si le demi-poids se meut en tel temps, un poids double se mouvra en la moitié de ce temps. Autrement dit, ce que dit Aristote, c'est que la vitesse de chute est proportionnelle à la masse. Plus un corps est pesant, plus il tombe vite. Et ce qui est assez étonnant quand on y repense, c'est que cette loi a fait autorité, comme je l'ai dit, pendant quasiment 2 millénaires, alors qu'elle est quand même bizarre. L'idée qu'il y a une proportionnalité entre la vitesse et la masse, c'est pas quelque chose qu'on observe vraiment. Par exemple, si je prends un gros rocher qui est, disons, 10 000 fois plus lourd qu'un caillou, et je lance ces deux objets d'une certaine hauteur, est-ce que je vais vraiment voir le rocher tomber 10 000 fois plus vite que le caillou? Non. On voit bien qu'il y a quelque chose là qui ne va pas, mais curieusement, en vertu de ce qu'on appelle l'ipsédixitisme, qui a la confiance dans le maître. Ipsédixit en latin, ça veut dire le maître l'a dit, donc on ne discute plus. C'est un mot du Moyen-Âge, période pendant laquelle Aristote faisait autorité. Le maître l'a dit, donc l'affaire est réglée. Et en l'occurrence, non, elle n'était pas réglée, ainsi que Galilée va commencer à le remarquer. D'ailleurs, dans son livre publié en 1636, qui s'appelle « Discours concernant deux sciences nouvelles », Galilée, par la bouche de Salviati, qui est le personnage qui joue le rôle de porte-parole de Galilée dans ce livre,
Galilée dit ceci. Enfin, il dit la même chose que moi, ou plutôt moi j'ai dit la même chose que Galilée. Il dit « Je doute qu'Aristote ait jamais vérifié s'il est vrai que deux pierres, dont l'une est 10 fois plus pesante que l'autre, et qu'on laisse tomber au même instant d'une hauteur de 100 coudées, aient des vitesses si différentes que la plus grande touche déjà terre, alors que l'autre n'a même pas descendu 10 coudées. » Donc voilà, il remarque que cette loi de proportionnalité, elle n'a pas l'air du tout d'être conforme aux observations, et c'est ce qui va le pousser à interroger la loi de la chute des corps. Alors il fait des expériences. Par exemple, il fait tomber une pierre dans de la mélasse, et il voit qu'elle est freinée. Et il fait tomber la même pierre dans de l'eau, il voit là qu'elle est freinée, mais moins que dans la mélasse, et il se demande ce qui se passerait si la résistance du milieu au mouvement des corps devenait nulle. À l'époque, je vous le rappelle, l'idée que le vide existe est une idée que personne ne défend vraiment. Aristote, repris par beaucoup d'autres par la suite, a défendu l'idée que la nature a horreur du vide. Et d'ailleurs, cette horreur que la nature a pour le vide agit comme une force qui modifie le comportement des choses matérielles. Par exemple, quand vous prenez un verre, alors rempli de n'importe quoi, mais disons de jus d'orange, et vous voulez le boire avec une paille, vous aspirez dans la paille, le jus d'orange monte dans la paille. On est habitué à ce spectacle qui est pourtant tout à fait extraordinaire. D'où vient que le jus d'orange monte dans la paille? Eh bien, explication d'Aristote, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'expression qu'on utilise toujours « j'aspire dans la paille », c'est l'idée que quand vous aspirez dans la paille, vous allez diminuer la pression à l'intérieur de la paille, qui va donc devenir différente de la pression extérieure. Mais si vous continuez, du vide va apparaître. Or, la nature a horreur du vide. Et comme la nature a horreur du vide, elle demande au jus d'orange de bien vouloir monter dans la paille pour empêcher que le vide se manifeste. Et donc, l'horreur que la nature a pour le vide agit comme un antidépresseur. Dès qu'il y a une dépression quelque part, la nature dit, ben non, cette dépression doit être comblée par l'apport de matière, que celle-ci soit gazeuse, liquide ou solide, mais la matière alentour doit se mobiliser pour empêcher que le vide apparaisse. La même explication, ou une explication du même type, était utilisée notamment par Roger Bacon au XIIIe siècle, ce grand savant qu'on appelait Doctor Mirabilis. Évidemment, les gens avaient constaté que quand on laisse une bouteille de verre remplie d'eau à l'extérieur un soir de gel, on retrouve le lendemain la bouteille qui est cassée avec l'eau transformée en glace. Comment expliquer ce phénomène? À l'époque, les gens ne savaient pas, ou n'avaient pas compris, que l'eau, c'est le seul corps matériel dont la densité, lorsqu'il est solide, est plus faible que lorsqu'il est liquide. Ce qui fait que les glaçons flottent à la surface de l'eau. Mais les Grecs pensaient que non, pas les Grecs, Francis Bacon n'avait pas fait cette remarque, et il pensait donc que la glace, comme tous les autres corps, est plus dense que l'eau liquide. Et donc quand l'eau gèle, devient glace, elle occupe un volume plus petit que l'eau liquide. Et donc il se disait, mais quand l'eau gèle, eh bien il y a de l'espace qui se libère à l'intérieur de la bouteille, et cet espace menace d'être du vide. Comme la nature a horreur du vide, elle demande à la bouteille de bien vouloir se casser pour empêcher que le vide apparaisse. Et donc cette horreur de la nature pour le vide, elle agit comme une force qu'on peut utiliser pour expliquer tel ou tel phénomène. Mais en fait, Galilée, il va utiliser le vide comme un milieu de pensée. La question n'est pas de savoir si le vide existe ou non. Pour lui, la question est de savoir ce qui se passerait si les corps, au lieu de tomber comme nous les voyons tomber, tombaient dans ce milieu idéal qu'il invente et qui s'appelle le vide. Et en fait, je ne sais pas si j'ai noté la notation, il va donc faire ce qu'on appelle une expérience de pensée. L'expérience de pensée, c'est poser une question qui commence par « qu'est-ce qui se passerait si ?»
Donc on se met dans un monde contrefactuel, un monde différent de celui dans lequel nous sommes, et on essaie de trouver un stratagème intellectuel pour que le monde décoïncide de ce qu'il nous montre. On fait un pas de côté, on invente des concepts, et ainsi on est mieux armé conceptuellement pour venir ensuite réinterroger le réel empirique à l'aide de concepts qui aident à mieux le comprendre. Et donc Galilée se demande, voilà, il a vu que l'écart des vitesses entre mobiles de poids spécifiques différents augmente avec la densité des milieux. Donc c'est l'histoire de la mélasse, de l'eau, de l'air. C'est alors qu'il me vint à l'esprit que si l'on supprimait totalement la résistance du milieu, alors tous les corps descendraient avec la même vitesse. Donc il fait une expérience de pensée. Il m'est venu à l'esprit que si, il y a un si. Voilà. Évidemment, il ne peut pas le vérifier. Il ne peut pas le vérifier parce qu'à l'époque, on ne croit pas à l'existence du vide et surtout on ne sait pas faire le vide. Et donc quand il dit que tous les corps tomberaient à la même vitesse dans le vide, il prononce une loi physique dont l'énoncé contredit toutes les expériences qu'on peut faire. Autrement dit, il énonce une loi physique qu'on considère comme la première loi de la physique moderne, qui contredit toute observation qu'on peut faire. Ce qui inspirera à Alexandre Koyré, grand philosophe des sciences, cette phrase « Le pari de la physique moderne, depuis Galilée, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire on peut expliquer la réalité des choses, le comportement des objets physiques, par des lois qui semblent impossibles quand on les prend au sérieux. En fait, ce sont des lois qui obligent à réinterpréter l'observation pour permettre de comprendre comment des lois qui contredisent l'observation l'expliquent quand même. Et Galilée, c'est une longue histoire, mais il a jamais fait l'expérience de la tour de Pise, qui est dans certains manuels, qui est une invention. Galilée notait toutes ses expériences, il n'a jamais parlé de cette expérience. Et d'ailleurs, s'il l'avait faite, il monte au sommet de la tour de Pise, elle fait 54 mètres de hauteur, je crois, il laisse tomber des objets de masse différentes. Qu'est-ce qu'on voit? Que les plus lourds touchent le sol avant les plus légers. Et donc, d'une certaine façon, l'expérience de la tour de Pise valide la loi d'Aristote et pas du tout celle que Galilée veut promouvoir. Donc, il n'a jamais fait cette expérience. Par contre, il a fait dans ce livre « Discours concernant deux sciences nouvelles » des expériences de pensée, encore une fois racontées par Salviati, qui est son ami Florentin qui lui sert de porte-parole dans ce livre. Et c'est des expériences de pensée assez géniales, en fait. Par exemple, Salviati dit « Imaginons qu'Aristote ait raison. Donc j'imagine qu'un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger. » C'est l'hypothèse de départ. Il imagine qu'Aristote a raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une grosse pierre en même temps qu'une petite pierre et que je les lâche en même temps, la plus grosse va tomber plus vite. Très bien. Mais l'expérience de pensée commence en imaginant qu'on va relier la grosse pierre et la petite pierre par une ficelle. On les relie l'une à l'autre. Donc le système que forment ces deux pierres est plus pesant, plus lourd que la grosse pierre toute seule. On est d'accord avec ça? Bon. Maintenant, imaginons que je laisse tomber ce système d'une certaine hauteur. Que dit la loi d'Aristote, dont j'ai supposé qu'elle était vraie? Qu'un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus lourd. Le système formé par les deux pierres étant plus lourd que la grosse pierre va tomber plus vite que la grosse pierre toute seule. Oui, mais, pendant la chute, la petite pierre qui tombe moins vite va tendre la corde. Elle va faire parachute. Et elle va ralentir la vitesse de chute de la grosse pierre. Donc l'ensemble formé par les deux pierres va tomber moins vite que la grosse pierre toute seule. Conclusion. La même loi d'Aristote conclut que ça va tomber plus vite et que ça va tomber moins vite. Il y a une contradiction. Et il découvre donc, après 2000 ans, que la loi d'Aristote contient une contradiction interne. Comment résoudre le paradoxe auquel il est arrivé? En disant que la grosse pierre tombe à la même vitesse que la petite pierre, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Et donc, la loi de la chute des corps de Galilée, qui est la bonne loi, est née dans un contexte où
l'énoncé de la loi ne pouvait être directement cautionné par aucune expérience qui rendrait la chose observable. Après, sur le vide, c'est pas le sujet de la conférence, mais c'est quand même intéressant de voir comment le fait qu'on a compris ce qu'est la gravitation, dans laquelle nous sommes, et le fait qu'on a compris ce qui se passerait dans le vide, ces deux découvertes sont en fait associées l'une à l'autre. Parce que comme vous le savez sûrement, un peu plus tard, en 1640, Galilée va recevoir une lettre. Il est à moitié aveugle, hein, il a un problème qui rend sa vue très, très mauvaise. Une histoire de cataracte, et les lettres qu'il reçoit lui sont lues par son assistant Evangelista Torricelli. Et il reçoit une lettre des fontainiers de la ville de Florence. Florence est la ville de la Renaissance, qui marque sa singularité par le fait que dans toute la ville, il y a des fontaines qui sont très spectaculaires et qui sont alimentées par des pompes à eau, les mêmes que celles qu'utilisaient les paysans pour vider les fossés dans les champs qui étaient inondés. Donc il y a des fontainiers qui pompent, un peu comme des shaddocks. Et un jour, il remarque que lorsque la hauteur entre la pompe et l'eau dans laquelle il pompe, en général c'est l'eau de l'Arno, l'Arno c'est le fleuve qui coule à Florence, quand la hauteur dépasse 18 coudées, ça marche plus. On peut plus faire monter l'eau au-delà de 18 coudées. 18 coudées, ça fait à peu près 10 mètres. Et Torricelli lit lettre à Galilée, lettre dans laquelle les fontainiers expliquent qu'ils ont fait venir toutes sortes d'ingénieurs, d'artisans, qui ont changé les pièces des pompes, le diamètre du tube, etc. Mais qu'à chaque fois, ils sont tombés sur ce problème. Galilée entend la lettre et il dit « C'est la preuve que la nature n'a pas horreur du vide. » Il comprend qu'en fait, je résume, mais c'est surtout Torricelli qui va l'aider à comprendre qu'en fait, il y a ce qu'on appelle à l'époque une pesanteur de l'air, qui vaut 10 tonnes par mètre carré. Par exemple, sur cette table qui fait, disons, 1 mètre carré, il y a 10 tonnes qui appuient, poids de l'air. Il y a aussi 10 tonnes en dessous, ce qui fait que la table reste stable. Et cette pesanteur de l'air est tellement forte qu'elle empêche qu'on puisse facilement faire le vide. Donc la pression atmosphérique nous fait croire, parce qu'elle est très intense, que la nature a horreur du vide. C'est simplement que dès qu'un orifice apparaît dans une enceinte dans laquelle on a fait le vide, la pression fait que de l'air rentre et le vide, du coup, n'existe plus. Et comment le vérifier ? Eh bien, Torricelli a une idée géniale. Il a l'idée de le vérifier en prenant non pas de l'eau, parce qu'une colonne de 10 mètres, c'est pas si facile à faire, mais de prendre le liquide le plus dense connu à l'époque, qu'on appelle le vif-argent, qui est en fait le mercure. Et le mercure, comme vous le savez, il a une densité qui vaut 13,6. C'est-à-dire qu'un litre de mercure pèse 13,6 kilos, donc 13,6 fois plus que l'eau. Et donc Torricelli va prendre une bassine qui va remplir de mercure. Ensuite, il va prendre un tube d'1 mètre de long à peu près. Il va le boucher à l'extrémité du bas, le remplir de mercure sur toute la hauteur, boucher l'extrémité du haut. Et une fois que ces deux extrémités sont bouchées, il plonge le tube dans le bain de mercure, enlève le bouchon du bas et regarde ce qui se passe. Il met la main dans le mercure parce qu'à l'époque, il n'y a pas de commission hygiène et sécurité. Il est mort à 39 ans. Bon. Et regarde ce qui se passe. Et ce qu'il voit, c'est que la colonne de mercure va baisser et puis elle s'immobilise à une certaine hauteur qui mesure. Et la hauteur du haut de la colonne par rapport au bain de mercure, c'est 76 cm. 76 cm, c'est 10 mètres divisé par 13,6. Et il invente le baromètre. C'est-à-dire qu'en fait, il comprend que la pesanteur de l'air, elle appuie sur le liquide, le mercure en l'occurrence, qui est dans la bassine. Elle appuie sur le mercure qui est dans le tube tant qu'il n'y a pas d'aspiration. Mais c'est cette pesanteur de l'air qui va faire monter le mercure dans le tube.
De la même façon que quand vous buvez votre jus d'orange, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une pesanteur de l'air, pression atmosphérique, qui appuie sur le jus d'orange qui est dans le verre. Cette pesanteur de l'air appuie sur le jus d'orange qui est dans la paille, de la même façon. Mais si vous aspirez dans la paille, vous diminuez la pression dans la paille, et c'est cette différence de pression qui va faire monter le jus d'orange. Donc on a tort de dire qu'on aspire le jus d'orange. On n'aspire rien du tout. Et comme vous le savez aussi, Blaise Pascal va entendre parler de cette expérience de Torricelli, demander à son beau-frère de monter un tube de Torricelli au sommet du Puy-de-Dôme, à côté de Clermont-Ferrand, qui est à 1600 mètres d'altitude, je crois, et il va vérifier, grâce à son ascension, que la hauteur de la colonne de Mercure au sommet du Puy-de-Dôme est plus basse que dans la ville de Clermont-Ferrand. Donc lui, il invente non pas le baromètre comme Torricelli, mais l'altimètre. Et pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas très bien, mais c'est juste pour dire que à partir de ce moment-là, 1647, on a la preuve que le vide existe, et ça va évidemment couper l'histoire en deux. Et l'expérience fictive qu'avait imaginée Galilée va pouvoir être réalisée. On va en effet voir que dans le vide, les corps tombent à la même vitesse. Bon. Dans ce même livre, et c'est là qu'on voit que c'est une citation qui est rarement montrée, mais je la trouve passionnante parce qu'elle montre que la distance conceptuelle entre Galilée et Einstein est très petite. Elle est beaucoup plus petite que la distance entre Newton et Einstein, du point de vue des idées. Parce que dans ce même livre, je vais dire toute la phrase, vous verrez, elle est un peu longue et je suis pas sûr qu'elle soit compréhensible, mais si on ne devait dire que des choses compréhensibles, on pourrait se contenter de regarder la télévision. Alors, donc voilà ce qu'écrit Galilée. Une grande pierre placée sur une balance, non seulement pèsera davantage si on lui ajoute une autre pierre, mais la simple addition d'une quenouille d'étoupe augmentera son poids des 6 ou 10 onces que pèsera celle-ci. Donc il explique que si on pose un morceau de quenouille sur une pierre, ça augmente la masse de la pierre. Très bien. Enfin, de l'ensemble. Merci Galilée. Bon. Si au contraire, vous attachez la pierre et l'étoupe, c'est un peu la même chose que l'expérience des deux pierres que je viens de raconter. On attache la pierre et l'étoupe. Et si vous les laissez tomber librement d'une certaine hauteur, croyez-vous qu'au cours du mouvement, l'étoupe pèsera sur la pierre, accélérant ainsi sa chute, ou croyez-vous qu'elle la ralentira en la soutenant partiellement? Nous sentons la pression d'un corps disposé sur nos épaules quand nous voulons nous opposer à son mouvement, mais si nous descendions avec la vitesse qui serait naturellement la sienne, comment ce corps pourrait-il s'appuyer sur nous? Concluez donc que dans la chute libre et naturelle, la plus petite pierre n'exerce aucune pression sur la plus grande et n'accroît nullement son poids comme elle le fait au repos. En fait, l'intuition qu'il a là, c'est presque l'énoncé du principe d'équivalence d'Einstein, sur lequel je reviendrai. C'est-à-dire que si vous tombez en chute libre, et si vous posez un objet avant de tomber sur votre crâne, un objet pesant, pendant la chute, vous ne sentirez pas le poids de cet objet. Autrement dit, tout se passera comme si l'objet qui est sur votre tête n'avait plus de poids. Pour vous, il n'a plus de poids. Et là, c'est presque le principe d'équivalence que Einstein va découvrir. Alors, je passe sur Newton, c'est un peu cavalier de ma part, mais Newton va reprendre tout ça, comme vous le savez. Il va formaliser les choses dans le cadre de sa gravitation universelle, avec l'idée que la gravitation, c'est une force qui s'exerce au travers de l'espace, avec une intensité qui est proportionnelle au produit des masses des deux corps qui s'attirent l'un l'autre et qui est inversement proportionnelle au carré de la distance. C'est une loi universelle qui explique aussi bien la chute libre que le mouvement des planètes autour du Soleil. Je pense que c'est des choses que tout le monde connaît. Ce qui m'intéresse, maintenant, c'est Einstein. Donc on saute quasiment 4 siècles. Einstein, vous le savez, il est connu... je pense qu'il est très connu en Belgique, puisqu'il a passé beaucoup de temps en Belgique, notamment ici à Mons. Il a passé des vacances à Spa, il a vécu à Coq-sur-Mer pendant plusieurs mois en 1933, et il venait régulièrement à Bruxelles pour les conseils Solvay, que vous connaissez évidemment. Et en 1905, il a écrit 5 articles différents sur 5 sujets différents.
qui vont faire que cette année a été appelée l'année miraculeuse de la physique, puisque les 5 sujets qu'il traite sont complètement indépendants, mais chacun dans son secteur va apporter la révolution, notamment l'article de 1905 du mois de juin, qui contient ce qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte, qui est une théorie de l'espace-temps universelle, dans laquelle on ne parle pas de gravitation. Mais à cette époque-là, en 1905, Einstein s'intéresse à la lumière aussi, il invente le concept de photon, ce qui deviendra le photon, et il est très tourmenté par les implications de la physique quantique qui est à l'état d'ébauche. Il voit bien qu'il y a des choses bizarres, la nature est corpusculaire, elle est ondulatoire, c'est pas clair. Et pour se changer les idées, il s'intéresse un peu comme ça à la gravitation. Et en 1907, donc 2 ans plus tard, il est toujours expert de 2e classe à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, au bureau des brevets, et son métier, c'est 6 jours par semaine d'examiner des brevets déposés par des ingénieurs, essentiellement suisses ou allemands, qui essaient de synchroniser des horloges à distance et de faire des choses comme ça. Mais en 1907, au mois de novembre, il rentre de déjeuner, comme chaque jour, et de façon rituelle, il s'assied sur son tabouret et fait une sieste, une sorte de sieste qu'il appelle semi-éveillée. Donc voilà, il s'endort, il ferme les yeux, il se repose un petit peu, mais s'il s'endort complètement, il y a un réflexe de son corps qui le réveille, de sorte que si une bonne idée passe, il a suffisamment de conscience pour la saisir. Vous savez, on imagine qu'Einstein avait tout le temps des idées à une cadence d'essuie-glace, et Paul Valéry, qui était son ami, un soir, après leur dîner commun, lui demande, mais Maître Einstein, quand vous avez une idée, comment vous faites? Vous la notez? Vous avez une secrétaire? Vous avez un carnet avec vous? Et Einstein lui dit, oh maître, vous savez, une idée, c'est si rare. C'est si rare. Et donc là, il voulait pas la rater. Et il a raison, puisque ce jour-là, dans son autobiographie intellectuelle, il note qu'il a eu l'idée la plus heureuse de sa vie. Alors il suffit de le lire. J'étais assis sur ma chaise au bureau fédéral de Berne et j'ai compris ce jour-là que si une personne est en chute libre ça veut dire tombe dans le vide, elle ne sentira pas son propre poids. J'en ai été saisi. Cette pensée me fit une grande impression. Elle me poussa 8 ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation. Donc l'intérêt de ce petit passage, c'est de montrer que, comme Galilée, Einstein fait des expériences de pensée. Mais à la différence de Galilée, il invente des expériences de pensée dans lesquelles il met en scène son propre corps. Il imagine son corps en chute libre et il se demande ce que sentirait son corps physiquement s'il était en chute libre. De la même façon que lorsqu'il était adolescent, à l'âge de 15 ou 16 ans, il s'était demandé ce qu'il percevrait avec son corps s'il était à cheval sur un rayon lumineux. Voilà. Je suis à cheval sur un rayon lumineux, qu'est-ce que je vois? C'est une question qui paraît stupide. Ça ressemble à une question d'enfant, mais lui, il les prenait vraiment au sérieux. Et du haut de ses 15 ans, il comprend que s'il est à cheval sur un rayon lumineux, dès lors que la lumière est faite d'ondes électromagnétiques, eh bien, il est à cheval sur une onde qui avance à la vitesse de la lumière. Il est dans la même position qu'un surfeur sur une vague, qui est sur la crête de la vague et qui avance avec la vague, de sorte que pour le surfeur, la vague qui est devant lui est immobile par rapport à lui, la vague qui est derrière lui est immobile par rapport à lui. Donc un surfeur voit des vagues qui forment un système d'ondes stationnaires. Il voit des vagues immobiles par rapport à lui. Donc Einstein se dit, si je suis à cheval sur un rayon lumineux qui est une onde électromagnétique, je vais voir une onde électromagnétique stationnaire, qui bouge pas par rapport à moi. Or, il savait du haut de ses 15 ans que les équations de Maxwell qui décrivent la propagation des ondes électromagnétiques n'ont pas de solution stationnaire. Et donc, il se demande, ou bien l'expérience que j'ai inventée est impossible, ou bien les équations de Maxwell qui disent qu'elle est impossible sont fausses. Et il va résoudre ce problème en 1905
avec la théorie de la relativité restreinte. Et là, il recommence, il met son corps en situation, il est en chute libre. Et quand vous êtes en chute libre, si vous avez dans la main un objet comme celui-ci qui a une masse différente de vous, vous le lâchez, ben il tombe à la même vitesse que vous. Parce que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, et la chute libre, par définition, se fait dans le vide. Donc je lâche l'objet, et je vois que par rapport à moi, il est en lévitation. Il flotte. Hein? Qu'est-ce que je dois faire? Ça me rappelle la gare du Nord. En moins fort. On bouge pas, hein. Ouais. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, vous voyez qu'en se mettant ainsi en scène, il n'a rien découvert. Il n'a pas inventé une nouvelle loi physique. Il a juste fait parler les lois physiques connues pour la chute des corps, celles de Newton et même en fait celles de Galilée. Tous les corps tombent à la même vitesse. Donc, quand vous tombez, c'est sous l'effet de votre poids. La cause de votre chute, c'est votre poids. Hein? Mais quand vous tombez sous l'effet de votre poids, pour vous, tout se passe comme si la gravité qui vous fait tomber avait disparu. C'est quand même bizarre. C'est que la cause produit un effet qui semble annuler la cause. L'accélération que vous subissez fait que pour vous, tout se passe comme s'il n'y avait pas de gravitation. Autrement dit, la chute des corps, la chute de votre corps en chute libre, vous met en état d'impesanteur. La pesanteur a disparu. Alors vous la subissez. Ce qui fait que ce qu'on appelle l'impesanteur, c'est pas l'absence de pesanteur. Ce qu'il comprend, c'est que l'impesanteur, c'est l'absence de ressenti de la pesanteur. En fait, vous pouvez être en état d'impesanteur tout en étant dans un champ de pesanteur. Ce qui est le cas quand on est en chute libre. Et ça, c'est quand même quelque chose qui va beaucoup le... Quand il dit « cette pensée me fait une grande impression », ça veut dire qu'il a eu des palpitations, il était complètement excité. C'est un truc assez trivial, en fait. Il comprend quelque chose d'assez trivial, mais ça provoque en lui un choc, une émotion très particulière, qui va en effet le mener, 8 ans plus tard, vers une nouvelle théorie de la gravitation. Il va énoncer ce qu'il appelle le principe d'équivalence entre l'accélération et la gravitation. Alors, avant de vous dire ce que ça veut dire, ce que ça implique surtout, c'est vraiment important de comprendre que quand on est soumis qu'à son poids, quand le poids est la seule force que nous subissons, nous ne sentons pas que nous avons un poids. Pardon, ce soir, vous sentez que vous avez un poids parce que vous êtes assis sur votre chaise, et c'est la réaction de votre chaise qui vous fait sentir votre poids. Moi, c'est la réaction du plancher, mais si on était en chute libre, on ne sentirait pas qu'on a un poids. D'accord ? Alors, que dit le principe d'équivalence d'Einstein entre la gravitation et l'accélération? Eh bien, il imagine deux situations complètement différentes. Première situation, c'est la nôtre, en fait. Nous sommes sur Terre. Nous sommes dans une cabine, disons une cabine d'ascenseur, dans laquelle il n'y a aucun hublot, aucune fenêtre qui permettent de voir ce qui se passe à l'extérieur. Cette cabine d'ascenseur est posée sur le sol terrestre, donc dans le champ de gravité terrestre. Je mets un physicien dedans et je lui donne, je sais pas, des balles, des objets de différentes masses, il joue avec, il voit qu'elles tombent sur le plancher, et s'il est génial, il pourra retrouver la loi de Newton de la gravitation. Ça, c'est la situation numéro 1. Ensuite, situation numéro 2, je vais dans un endroit de l'univers où il n'y a pas de gravitation. C'est la même cabine, mais je la mets dans un endroit très loin où le champ de gravité est nul. La cabine est dans le vide, loin de tout champ de gravitation. Simplement, on lui ajoute un petit réacteur, une petite fusée, si vous voulez, un moteur qui la propulse dans une certaine direction avec une accélération constante égale à l'accélération de la pesanteur. Okay ? Donc celle-ci est immobile dans un champ de pesanteur, celle-ci est accélérée hors de toute pesanteur. Ce que dit Einstein, par le biais de son principe d'équivalence,
c'est que les deux situations sont absolument équivalentes. Autrement dit, il n'y a aucune expérience de physique que pourrait faire le physicien qui lui permettrait de savoir s'il est dans cette situation ou s'il est dans cette situation. Elles sont équivalentes. Okay. Donc, l'apesanteur ou la gravitation ressemble à l'accélération et c'est des situations qui sont absolument indiscernables d'un point de vue physique. À cette époque-là, Einstein, qui est toujours à Berne, cherche un poste universitaire. Il n'y arrive pas, il n'a pas les bonnes lettres de recommandation, bien qu'il ait fait les 5 découvertes dont j'ai parlé en 1905. Mais finalement, en 1909, qu'est-ce qui se passe? En 1909, je vais un peu vite là. En 1909, il a enfin un poste de professeur de physique à l'Institut physique de Prague. Et il habite dans un immeuble qui existe toujours, un immeuble très moderne à l'époque, il était tout neuf. Et c'est un immeuble dans lequel l'éclairage était électrique, ce qui était assez rare en Europe, et l'ascenseur était électrique. Le moteur de l'ascenseur était électrique. Et en 1909, Einstein va faire une autre expérience de pensée dans laquelle il imagine qu'il est dans la deuxième situation que j'ai évoquée, c'est-à-dire il est loin de toute gravitation avec un petit moteur qui le pousse avec une accélération constante. Il imagine qu'il y a un faisceau lumineux qui entre à ma gauche, à la droite pour vous, dans la cabine d'ascenseur. La vitesse de la lumière n'est pas infinie, vous le savez, et donc la lumière va mettre un certain temps pour traverser la cabine, et elle va toucher la paroi de droite pour moi au bout d'un certain temps pendant lequel la cabine qui est accélérée se sera déplacée. Donc, le point d'impact du faisceau lumineux à droite ne sera pas en vis-à-vis du point d'entrée à gauche. Moi qui suis dans la cabine, dit Einstein, je verrai un faisceau lumineux avoir une trajectoire courbée. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne pense pas qu'Einstein soit le premier à avoir imaginé cette situation, et la conclusion que je viens de livrer n'a rien de génial. Là où ça devient génial, c'est quand il dit principe d'équivalence. Ce que je viens de voir là dans la cabine, qui est dans la situation numéro 2, je le verrai aussi de la même façon si j'étais dans la cabine numéro 1, c'est-à-dire immobile dans le champ de gravitation. Je verrai de la lumière courbée. Mais courbée par quoi? Pas par l'accélération, il n'y en a plus. En plus, la lumière n'a pas de masse. Donc normalement, la lumière ne doit pas subir la gravitation. Mais il n'y a pas d'autre solution que d'imaginer que la lumière doit être courbée également par la gravitation. Et quand il comprend ça, il conçoit assez rapidement qu'il va devoir démissionner de son poste à Prague pour retourner à Zurich. Pourquoi? Parce qu'à Zurich, il y a son ancien copain Marcel Grossmann, qui était avec lui à l'école polytechnique de Zurich, et qui, à la différence d'Einstein, ne séchait pas les cours de maths. Et Grossmann avait pris les notes qu'il fallait sur les géométries non euclidiennes, parce qu'Einstein comprend qu'il va falloir toucher à la structure de l'espace-temps pour intégrer le fait que la lumière est courbée par la gravitation. Il va même essayer de le prouver assez rapidement dès 1914. Avec Grossmann, il publie une esquisse de théorie de la relativité générale. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il se dit, mais comment est-ce que je peux prouver que la lumière est déviée par la gravitation? C'est pas avec l'expérience d'ascenseur qu'on peut le vérifier. La vitesse de la lumière est beaucoup trop grande. Et il a l'idée de proposer que soient faites des observations lors d'une éclipse totale du Soleil. Comme vous le savez, dans la journée, quand le Soleil est là dans le ciel, on ne peut pas voir les étoiles fixes, parce qu'on est aveuglé par le Soleil. Les étoiles fixes, on les voit que la nuit, quand le Soleil est de l'autre côté. Mais quand il y a une éclipse totale du Soleil, la Lune vient s'intercaler entre la Terre et le Soleil ne nous aveugle plus, et donc on peut voir les étoiles fixes qui sont dans la direction du Soleil. Si la lumière émise par les étoiles fixes
est déviée par le Soleil, alors la position qu'on va leur attribuer ne sera pas la même que celle qu'elles ont la nuit. Parce que la lumière étant courbée, nous on va extrapoler le long de la trajectoire et on va penser qu'elles sont ici, alors qu'en fait elles sont là. Autrement dit, lors d'une éclipse totale du Soleil, la position des étoiles fixes doit apparaître comme étant différente de celle qu'elles ont la nuit. Et un jeune astronome qui s'appelle Freundlich apprend qu'il va y avoir une éclipse totale du Soleil en août 1914 en Crimée, et il monte une expédition pour faire cette observation avec des collaborateurs, beaucoup d'équipements. Mais le mois d'août 1914, quand on est allemand, pour aller en Crimée, c'est pas un très bon choix. Donc c'est la guerre, ils sont arrêtés, emprisonnés, ils sont échangés contre des prisonniers russes un peu plus tard, mais l'observation n'est pas faite. Et heureusement, parce qu'en 1914, Einstein avait, avec Grossmann, écrit une équation qui n'était pas la bonne, et le calcul de la déviation de la lumière qu'il avait proposé était faux d'un facteur 2. Et donc, une mesure aurait peut-être découragé ses efforts. Et comme vous le savez sûrement, la vraie observation sera faite en 1919 par Eddington, astronome anglais qui était pacifiste et qui pensait que la science allait unifier les nations. Et lui, qui était anglais, voulait montrer qu'un physicien allemand qui s'appelle Einstein avait raison contre un physicien anglais qui s'appelait Newton. Donc il va monter 2 expéditions dans l'hémisphère sud pour faire cette observation. Et voilà la carte postale qu'il a envoyée. Là, c'est donc une photo du Soleil au moment de l'éclipse. Je ne sais pas si vous voyez, on voit les petits points là. Là, c'est des étoiles fixes. D'accord ? Et ce qui montre, c'est qu'en effet, la lumière a été courbée par la courbure de l'espace-temps induite par la présence du Soleil. Donc, ça veut dire que la gravitation, pour Einstein, c'est pas du tout une force qui s'exerce entre les objets, c'est une déformation de la structure même de l'espace-temps. Et au passage, il résout un problème incroyable. J'ai parlé de Galilée tout à l'heure à propos de la chute des corps, mais Galilée a aussi énoncé une des premières lois de la mécanique qui s'appelle le principe d'inertie, qui dit un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme. On a tous appris ça à l'école, on a tous été plus ou moins choqués par cet énoncé, notamment ceux qui vont au lycée à vélo. Ils se rendent compte que quand ils cessent de pédaler, le vélo s'arrête. Maintenant, Galilée dit, s'il n'y a aucune force qui s'exerce sur le vélo, il continue en ligne droite indéfiniment. Bon. En fait, c'est un peu comme tout à l'heure avec la chute des corps. La loi qui contredit l'observation l'explique quand même. Dans le cas de la chute des corps, eh bien, il faudra dire qu'il y a la gravité qui fait tomber tous les corps de la même façon, quelle que soit leur masse. Mais si les corps ne tombent pas dans le vide, il y a d'autres forces, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, qui sont responsables, et seulement elles, des différences de vitesse que nous observons. Et dans le cas du principe d'inertie, si nous voyons que les corps sur lesquels on cesse d'appliquer une force s'interrompent, c'est parce qu'il y a d'autres forces, en l'occurrence pour le vélo, c'est la résistance de l'air, la résistance de la route, qui font que à la fin, ils s'immobilisent. Mais à la fin du XIXe siècle, les gens voient bien qu'il y a un problème avec le principe d'inertie, dont l'énoncé, je rappelle, commence par un corps qui n'est soumis à aucune force. Mais si vous avez une lecture newtonienne de la gravitation, cet énoncé n'est vrai nulle part. Puisque où que vous soyez dans l'espace, il y a de la gravitation. Donc un corps, quel qu'il soit et où qu'il soit, subit au moins une force qui est son poids. Et donc l'énoncé, un corps qui n'est soumis à aucune force, c'est un énoncé métaphysique qui n'est actuel, qui n'est actif, disons, directement, en aucun point de l'espace. Et donc, on pourrait dire, ce que dit Einstein quand il est adolescent, il écrit quelque part, soit on accepte de construire la physique sur du sable, c'est l'expression qu'il utilise, construire la physique sur du sable, c'est-à-dire sur un principe qui n'est directement observable en aucune situation, ou bien, et c'est là qu'il est génial, ou bien on démontre que la gravitation n'est pas une force.
Et si la gravitation n'est pas une force, alors un corps qui subit la gravitation pourrait être décrit comme un corps qui ne subit aucune force, puisque la gravitation n'est pas une force. Et c'est ce que va faire la relativité générale. La gravitation change complètement de statut, et il faut imaginer donc que le Soleil, par sa masse, déforme, courbe l'espace-temps, et toutes les trajectoires de la lumière ou des autres corps suivent ce qu'on appelle les géodésies dans l'espace-temps, sans subir aucune force. Ils suivent en gros la pente qu'il aurait proposée par la courbure de l'espace. Et dans ce petit télégramme, cette petite lettre, Eddington précise l'angle de la déviation, qui se trouve être l'angle calculé par Einstein avec sa théorie. Et à ce moment-là, Einstein va faire la une des journaux, c'est assez incroyable, la une des journaux dans le monde entier. Hein. Chez moi, je collectionne les journaux de l'époque, à cette date-là. Alors, il n'y a pas de journaux français qui racontent cette découverte parce que la presse française était en grève. Hein. On se refait pas. C'est pas qu'on se refait pas, c'est qu'on était déjà fait. Mais en Belgique, on en parle beaucoup, etc. Et à l'époque, Einstein vivait à Berlin. Il avait divorcé, sa femme et ses 2 fils habitaient à Zurich. Et son plus jeune fils ne comprenait pas pourquoi Einstein était comme ça, devenu si célèbre. Son père était devenu si célèbre. Il lui a écrit une lettre pour lui demander la raison de ce succès. Et Einstein lui a répondu par lettre, une lettre qu'on trouve au musée Einstein de Berne, dans laquelle il dit « Mon fils, quand un scarabée aveugle marche sur une feuille, il ne peut pas se rendre compte que la feuille est courbée. Moi, ton père, j'ai compris la courbure de l'espace. » Voilà, c'est pour ça que j'ai un scarabée au revers de l'Est. C'est pas parce que je crois à l'immortalité des Égyptiens. Hein. Et pour finir, j'imagine que vous savez que Einstein a eu des difficultés lorsqu'il était très jeune pour parler. Sa sœur et d'autres racontent que, en fait, il avait du mal à parler spontanément. Il fallait qu'il mûrisse les phrases silencieusement dans sa tête. Et une fois que la phrase était bien installée, il la débitait, mais il n'avait pas une élocution, en tout cas quand il était enfant, extrêmement rapide. Bon. Et pendant la guerre, je parle de la Deuxième Guerre mondiale, un mathématicien français qui s'appelait Jacques Hadamard s'était exilé aux États-Unis et avait profité de son exil là-bas pour interroger les physiciens théoriciens et les mathématiciens sur la façon dont leur venaient les idées fécondes qu'ils avaient pu avoir. Et dans les courriers qu'il a adressés à différents chercheurs, il avait élaboré une sorte de questionnaire, mais il avait oublié Einstein. Et Einstein a entendu parler de ce projet et a réclamé à Hadamard qu'il lui envoie le questionnaire. Et les réponses d'Einstein figurent dans la 2e édition du livre qui a été publié par la suite par Jacques Hadamard. Et si on lit les réponses d'Einstein, on s'aperçoit que il a une façon de penser qui est tout à fait singulière. Il dit à un moment, j'ai une pensée musculaire. Donc vous voyez, quand je dis tout à l'heure, il faisait des expériences de pensée avec son corps, c'est une pensée musculaire. C'est-à-dire, il imagine son corps et comment son corps ressentirait les effets physiques de telle ou telle loi si cette loi était vraie. Et il explique que pour lui, c'est tout un travail, et dit-il, le plus difficile, de convertir les images mentales qui lui viennent dans ses expériences de pensée dans des phrases cohérentes. Il a du mal à faire atterrir sa pensée dans le langage. Et ensuite, il faut convertir le langage dans un système d'équations formelles. Et donc, Einstein n'a pas vécu assez longtemps pour pouvoir faire ce qu'on appelle un vol 0G. C'est-à-dire un vol dans lequel on peut vivre l'impesanteur. On appelle ça aussi des vols paraboliques. Et d'ailleurs, sur la carlingue de l'avion, c'est un avion qui est géré par le CNES, installé à Toulouse. Sur la carlingue de l'avion, il y a la phrase que j'ai citée tout à l'heure d'Einstein. J'ai eu la plus belle idée de ma vie quand j'ai compris, etc. La phrase est écrite sur la carlingue de l'avion. Et en fait, c'est
des vols qui durent 3 heures au total, mais pendant ces 3 heures, on vole à 6000 mètres ou un peu plus à vitesse constante. Il y a 3 pilotes parce que on cabre l'avion, 47 degrés d'inclinaison, et puis quand on atteint à peu près 8000 mètres, on coupe les moteurs, et l'avion va avoir exactement la trajectoire qu'aurait un objet lancé à la même vitesse dans le vide. Il y a un peu de résistance de l'air, donc les pilotes mettent un petit peu de poussée pour compenser cette résistance de l'air, mais la trajectoire que suit l'avion pendant 24 secondes, c'est exactement la trajectoire qu'aurait un corps qu'on lancerait vers le haut à une vitesse égale à celle de l'avion dans le vide. Okay, donc il y a à peu près 12 secondes de montée, 12 secondes de descente, et pendant cette phase, on est en apesanteur. On est en chute libre, en fait. On est en chute libre. Ça veut dire qu'on peut être en chute libre et prendre de l'altitude. Hein? Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce vol. J'ai écrit au CNES en disant Einstein avait une pensée musculaire. Il disait qu'il avait du mal à verbaliser les idées qui lui venaient, notamment ce qu'on ressent en apesanteur. Je me propose de monter dans l'avion et d'écrire ce qu'on ressent en apesanteur. Voilà. La question, c'est quand vous êtes alors, dès que les moteurs sont coupés, vous décollez de votre siège. Et ce qui est assez miraculeux, c'est que tous les principes physiques dont j'ai parlé, qu'on a mis tant de temps à découvrir entre Aristote, Galilée, Einstein, oui, il a fallu des siècles pour inventer le principe d'inertie, le principe de relativité, le principe d'équivalence. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de génie. Mais quand vous êtes dans un vol 0G, pendant 24 secondes, vous voyez devant vos yeux se déployer les principes fondamentaux de la physique. Le principe d'égalité de l'action et de la réaction. Vous avez quelqu'un, vous le poussez, il part dans un sens, vous partez dans l'autre. Vous jouez aux fléchettes, il faut viser, il n'y a plus de gravité, hein, donc on est en apesanteur. Donc il faut viser la cible. La première fois, on tire vers le haut, évidemment. Maintenant, il faut visiter. Hein, c'est un peu compliqué. On voit le principe d'équivalence, par définition, puisqu'on est en apesanteur. Et je me demande si Aristote avait fait un vol 0G, la physique aurait peut-être gagné 2000 ans, quoi. Voilà. Et donc la question que je me suis posée, c'est, la première, c'est, mais en 24 secondes, on n'a pas le temps de se rendre compte, on répète ce vol parabolique 40 fois, mais c'est pas suffisant. Il faut demander à des astronautes qui sont partis pendant de longues durées. Mais quel est le rapport qu'on a avec soi, avec son corps, quand on ne sent plus son poids? La grande question, c'est quelle est la contribution de la gravitation, de la perception que nous avons, dans la perception que nous avons de notre corps. On sent qu'on a une masse, on a de l'inertie, mais on n'a plus de poids. Je pense qu'au bout d'un certain temps, ça doit modifier le rapport au corps. Et j'ai même rencontré un astronaute qui dit que, au bout de quelques semaines en apesanteur, on devient une sorte de pur esprit. Et on a une sorte de conscience qui fait presque abstraction de l'aspect, disons, charnel du corps. Et puis il y a la question aussi des rêves. Alors évidemment pas dans ces expériences, mais dans l'expérience de longue durée, dans l'ISS par exemple. Vous savez, quand vous partez à l'étranger, au bout d'un certain temps, dit-on, vous rêvez dans la langue du pays qui vous accueille. Votre cerveau, en fait, fait une sorte de transition entre votre langue maternelle et la langue du pays dans lequel vous êtes amené à vivre. Et la question qu'on peut se poser, c'est quand on est un apesanteur, pendant de longues durées, on dort évidemment, on rêve. Au bout de combien de temps on rêve qu'on est en apesanteur? Autrement dit, est-ce que la gravitation, elle est engrammée dans notre cerveau, ou est-ce qu'au bout d'un certain temps, on peut s'en libérer? Alors, j'ai fait des recherches bibliographiques sur la question, j'ai pas eu de réponse, mais j'ai discuté hier avec un Belge qui s'appelle Liégeois. J'ai oublié son prénom, Raphaël Liégeois,
qui fait partie des astronautes de l'ESA. On a discuté ensemble et il va essayer d'établir un protocole pour essayer de trancher cette question. Et surtout, il y a la question de la façon dont la gravité dans laquelle l'humanité a toujours été baignée a pu incurver notre langage, notre façon de parler. En fait, il y a des tas d'expressions que nous utilisons tous les jours qui viennent du fait que la gravitation polarise notre rapport à l'espace. L'espace, il est homogène, mais quand vous êtes dans un champ de gravité, il y a une direction particulière qui fait qu'il y a le haut, le bas, etc. Et donc, votre façon de décrire le monde est imprégnée, en tout cas, est informée par le fait que vous êtes dans un champ de gravitation. Et donc, la question est, si vous rencontrez un jour quelqu'un qui a toujours vécu en apesanteur, est-ce qu'il y a des phrases qu'il dirait que vous ne pourriez pas traduire ou comprendre? Et est-ce que il y a des phrases que vous pourriez dire, que vous dites, que lui ne pourrait pas comprendre? Et ce serait intéressant d'essayer d'inventer un dictionnaire qui permettrait de traduire des mots qui apparaissent spontanément en apesanteur pour quelqu'un qui n'a connu que la pesanteur. Donc le rapport entre le langage et la gravitation me semble être une question ouverte que je vais fermer en cessant de parler. Voilà. Merci pour votre attention. Voilà, merci infiniment Étienne. On va passer, si tu veux bien, à la séance de questions. Donc on a deux étudiants, Florian et Ingrid, qui ont des micro-baladeurs, donc qui se lancent, la première étant la plus difficile. Je regarde Claude, quand même, non? Alors qui veut poser une question? N'hésitez pas. Oui, Claude. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence extrêmement plaisante. À un certain moment, vous avez parlé de la contribution de Grassmann à la création de la relativité générale. Je suis parfois un peu étonné qu'on ne parle pas plus de ce mathématicien qui a sans doute dû beaucoup aider Einstein dans ses développements mathématiques. C'est un membre du jury. Ah oui. Oui, non, mais je suis d'accord avec ce point de vue, mais je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. On a retrouvé dans une malle de la famille Bessot. Bessot, c'est un grand ami d'Einstein, Michele Bessot, avec lequel il a beaucoup collaboré lorsqu'il était installé à Berne. Ils ont été amis d'ailleurs pendant toute leur vie, avec une correspondance très riche. Et un des petits-fils de Bessot a retrouvé dans une malle de son grand-père une cinquantaine de pages de manuscrits qui s'appelle le manuscrit Einstein-Bessot. Alors, je dois avoir les photocopies là sur mon ordinateur, mais il faudrait que je le sorte, que je le branche, ça va être compliqué, d'autant plus que je me rends compte que je l'ai laissé à l'hôtel. Donc, c'est... Mais c'est un manuscrit qui a été vendu aux enchères l'an dernier pour des millions d'euros. Et c'est un truc absolument passionnant et qui montre en effet le talent de Grossman, parce qu'en 1913, Einstein et Grossman ont publié un article intitulé « Esquisse de relativité générale ». Il y a deux parties dans l'article. Il y a une partie mathématique et une partie physique. Et en fait, Grossman, il avait proposé à Einstein un tenseur, je ne vais pas rentrer dans les détails, un tenseur qui avait des symétries très élégantes. Einstein a refusé au motif que ce tenseur n'était pas assez physique. Donc ils ont bricolé avec un autre truc. Et dans ce manuscrit qui a été décrypté par des spécialistes, c'est assez extraordinaire parce qu'on voit qu'Einstein fait un calcul et à un moment il écrit dans la marge « Das stimmt », ça marche. Qu'est-ce qu'il a démontré? Il a démontré le principe de relativité, disons, du mouvement de rotation.
Et ensuite, pour vérifier ça, ils vont appliquer leur théorie au seul problème d'astronomie de l'époque, qui était le problème du périhélie de Mercure. C'est Mercure, la planète la plus proche du Soleil, a une trajectoire qui est parfaitement décrite par les équations de Newton, sauf qu'il y a un petit décalage très très faible qu'on ne comprenait pas bien. Je ne vais pas revenir sur l'histoire. Et ils font le calcul. Une théorie d'Einstein appliquée au périhélie de Mercure. Ils se trompent sur le masse du Soleil, à l'intérieur au carré, ils se trompent, ils corrigent. Et au lieu de trouver 43 secondes d'arc par siècle de différence par rapport au calcul, leur calcul montre 30 minutes d'arc. Et donc, l'application de leur théorie au problème de Mercure ne fonctionne pas. C'est en 1913. Mais Einstein, il est tellement content d'avoir eu son résultat sur le principe de relativité du moment de rotation que Mercure, il s'en fiche. Et c'est en 1915, installé à Berlin, qu'il se rend compte qu'il a fait une erreur de calcul dans le principe de relativité du moment de rotation. Et là, il accepte de reprendre le tenseur qu'il avait refusé de la part de Grossman. Donc Grossman, il avait raison dès le début. Et il publie la théorie d'Einstein, relativité dont j'ai parlé en 1915, et le même mois, il fait le calcul du périhélie de Mercure. Et il trouve 43 secondes d'arc par siècle. Il a des palpitations, comme d'habitude. Et Hilbert, vous savez, Hilbert lui écrit en lui demandant, mais comment vous avez fait pour calculer le périhélie de Mercure aussi vite? Et Einstein répond, voilà, c'est comme ça. En oubliant de dire que toute la méthode de calcul, il avait mise au point en 1913. Mais ouais, je pense que oui, Grossman, c'est celui qui a joué un grand rôle dans la formalisation du principe d'équivalence. Et monsieur là. Oui. Est-ce que vous avez pensé à demander à ChatGPT ce qu'il pensait du rapport entre langage et gravitation? Ah non, j'ai pas pensé, non. Non. Vous avez entendu la question? Est-ce que j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'il pense, parce qu'il pense des rapports entre langage et gravitation? Non, j'ai pas pensé, mais c'est une très bonne idée. Je crains le pire, mais ça vaut le coup de... Moi, je lui ai demandé comment est-ce qu'on a su que la Terre est ronde. Et la première réponse qu'il m'a faite, c'est on a des photos prises par des satellites. Alors je dis, mais non, on l'a quand même su bien avant. Aristote était au courant, enfin tout le monde est au courant que la Terre est ronde. Et il me dit, oui, il y a eu Aristarque de Samos qui avait... Non, Aristarque, comment il s'appelait? Ératosthène qui a mesuré le diamètre de la Terre, mais s'il l'a fait, c'est parce qu'il savait que la Terre était ronde, etc. Et donc, j'ai contribué, c'est ma grande fierté, à l'éducation de ChatGPT, gratuitement, parce qu'en lui posant des questions, on l'oblige à chercher dans les données de quoi répondre, on l'éduque, et une fois qu'on l'a éduqué, de façon anonyme, eh bien, on doit s'abonner en payant. Voilà. Merci, Monsieur Klein, pour votre conférence. Alors, je m'interroge toujours sur la nature. Vous avez parlé d'accélération, propriété d'espace-temps. C'est un peu la finalité pour ce soir. On ne sait pas. GWI 09-2015. Je ne comprends pas ce que vous dites en fait. GWI, GW 09-2015. C'est ce jour-là que tout a changé. La détection par LIGO et Virgo d'une onde gravitationnelle. Ouais. La question ici, quelle est la nature de cette onde gravitationnelle et quel outil on utilise pour détecter? Merci. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on... Alors, qu'est-ce qu'une onde gravitationnelle et quel outil on utilise pour la détecter? Alors, en fait, Einstein,
dès 1916, il a trouvé des solutions de son équation qui correspondaient à des ondes gravitationnelles. Alors, des ondes gravitationnelles, c'est des ondes qui se propagent dans l'espace-temps en le faisant vibrer. En fait, c'est des vibrations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière. Et Einstein, il a écrit plusieurs articles qui se contredisent les uns les autres, mais disons à partir de 1933, sa pensée est stabilisée. Il est sûr que les ondes gravitationnelles existent, et il est sûr qu'on ne pourra jamais les détecter. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'Einstein ne croyait pas aux trous noirs. Or, les premières ondes gravitationnelles qu'on a détectées en 2016 ont été produites par la fusion de deux trous noirs. Deux trous noirs ont fusionné, ils n'ont fait qu'un seul trou noir, ils avaient chacun à peu près 30 masses solaires. La fusion a fait qu'ils ont perdu 2 masses solaires. Donc pour ceux qui connaissent la formule E égale mc2, vous prenez 2 fois la masse du Soleil, vous la multipliez par le carré de la vitesse de la lumière, et ça vous fait une quantité d'énergie absolument démentielle. Donc la fusion de deux trous noirs a provoqué une onde gravitationnelle extrêmement intense, vibration de l'espace-temps, qui se propage à la vitesse de la lumière et qui, à mesure qu'elle s'étend dans l'espace, perd en amplitude. Et elle a traversé la Terre le 15 septembre 2015. Elle a été très amortie. Et ce que fait une onde gravitationnelle, en fait, c'est qu'elle dilate l'espace-temps sur son passage, en l'occurrence l'espace. Donc si vous prenez 2 points, au passage de l'onde, la distance entre les points va osciller. Elle va augmenter, puis donc c'est l'espace qui en fait se met à vibrer un peu comme un élastique. Comment mesurer cet écartement de la distance entre 2 points dans l'espace? On pourrait se dire, je vais prendre un double décimètre. Mais ça marche pas, parce que le double décimètre, lui aussi, il vibre. Et donc la seule façon de les détecter, c'est d'utiliser la seule chose qui soit vraiment invariante, qui est la vitesse de la lumière. Autrement dit, si les 2 points s'écartent, la distance va augmenter, et la durée que la lumière va mettre pour passer du premier point au deuxième point va être modifiée. Et donc, on a les détecteurs qui ont permis de détecter les ondes gravitationnelles, c'est des interféromètres très très longs, avec 90 degrés de Michelson, qui permettent de voir comment les distances sont augmentées au passage de l'onde, grâce au fait que la lumière a une vitesse qui est invariante. Et après, on en a vu beaucoup d'autres. Et ce qui serait intéressant, c'est de faire revenir Einstein et de lui expliquer qu'on a pu détecter les ondes gravitationnelles contrairement à ce qu'il pensait, et que c'est grâce à des fusions de trous noirs auxquelles il ne croyait pas qu'on a pu voir. Oui, bonsoir. Un autre épisode qu'a connu Einstein aussi, c'est avec le maître, notre le maître, où il ne croyait pas forcément non plus que l'univers était en expansion. Ouais. Mais moi, je voulais sortir du sujet, ou peut-être y rentrer d'une autre façon. Quel était, à votre avis, le profil véritable d'Einstein? Il nous paraît être un être tout à fait extraordinaire, bien sûr, avec sa faculté de ses expériences de pensée. Il a révolutionné absolument notre vision du monde. Il continue d'ailleurs. Il a suscité chez d'autres, les physiciens actuels en tout cas, ce vouloir de rechercher tout le temps la vérité, ce qui nous échappe. Comment était-il? Est-ce que vous pouvez nous en Vous parlez du profil psychologique? Bon, moi j'ai passé beaucoup de temps à enquêter sur Einstein, au sens où je suis allé à vélo dans les villes où il y a des idées importantes, donc c'est-à-dire Berne, Aarau, où il a étudié en classe de terminale, Zurich, Berlin où il n'y a plus grand-chose, Prague, c'est une période très très importante dans sa vie, entre 1909 et 1911. Et j'ai pas vraiment de réponse à votre question, même si je pense que si Einstein rentrait dans la pièce, ou si vous le croisiez dans la rue, ou le voyez dans un café, je pense qu'on pourrait deviner ou reconnaître une façon de se comporter qui est assez intuitive. Enfin, quand on l'a beaucoup lu, il y a quelques extraits de films qui le voient, il y a des émissions de radio qui permettent de connaître sa voix. Je pense que c'est quelqu'un qui s'énervait jamais, sauf quand il était enfant.
à cause de ses problèmes de langage. Mais personne ne l'a jamais vu s'énerver. Il y a une espèce de calme, capacité de concentration, y compris dans le brouhaha. Sa sœur raconte des choses assez étonnantes là-dessus. Quand il y avait des réunions de famille, il y avait beaucoup de bruit. Mais lui était sur le canapé à faire des calculs, capable de s'isoler de tous les tourbillons alentours. Et puis, il avait très peu d'idées. Voilà. Par contre, il les lâchait jamais. Il allait vraiment au bout des idées. Et on peut même regarder, on pourrait presque écrire une biographie d'Einstein en regardant la suite des quelques idées qu'il a eues et qu'il a menées au bout du bout du bout. Il lâchait jamais le morceau. Le principe d'équivalence, ça l'a occupé pendant 8 ans. L'histoire de la lumière, qu'est-ce que je verrais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux, c'est une sorte de truc obsessionnel. Quand on lit sa correspondance, par exemple, avec celle qui deviendra sa femme, Mileva, dans les lettres qui s'écrivent en vacances ou ailleurs, il y a toujours des anecdotes personnelles, ce qui lui est arrivé, mais toujours des questionnements de physique. Donc je dirais que c'est ça, et c'est quelqu'un qui est, je dirais pour résumer, c'est une question que je me pose souvent avec les grands physiciens. Est-ce que les grands physiciens ressemblent aux principes et aux découvertes qu'ils font? Par exemple, Heisenberg, il a inventé le principe d'incertitude ou d'indétermination. Mais quand on regarde son comportement pendant l'Allemagne nazie, il est assez indéterminé. Majorana, qui invente des particules qui sont leurs propres antiparticules, il ressemble lui-même à une particule de Majorana par le fait qu'il se déteste lui-même. Schrödinger, principe de superposition, il aime plusieurs femmes à la fois. Voilà. Bref. Eh bien, Einstein, moi je dirais qu'il est invariant par difféomorphisme. Là, ce qu'on appelle l'invariance par difféomorphisme, c'est le principe fondamental de la relativité générale. En fait, l'idée de la relativité générale, c'est une idée assez simple. C'est ce qui compte, ce sont les événements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui compte, c'est ce qui se passe dans l'espace-temps. Par exemple, un électron émet un photon, ça c'est un événement. Ensuite, la façon dont on va décrire cet événement dans un référentiel donné est complètement arbitraire. Autrement dit, tous les référentiels, en fait, sont équivalents d'un certain point de vue. C'est pour ça qu'il parle de relativité générale. Et lui-même, qui a beaucoup voyagé, comme vous le savez, il a été exilé plusieurs fois, moi j'ai remarqué que son questionnement n'était pas affecté par les changements de lieu. Autrement dit, qu'il soit à Berne, à Zurich, à Prague, à Princeton, c'est le même truc. Donc il est invariant par difféomorphisme et en fait ressemble au principe fondamental de la théorie qu'il a mise sur pied. Et je pense aussi que c'est quelqu'un d'une fidélité en amitié absolument incroyable. Il y a des jours où Einstein écrivait 20 lettres manuscrites à ses amis. Sa correspondance est absolument incroyable. Et je pense qu'il était très perturbé par la violence. Il avait une sorte de misanthropie. Il n'avait pas confiance. Voilà. Et si je peux raconter une anecdote, on dit souvent qu'Einstein était naïf politiquement. Et je ne crois pas du tout que ce soit vrai. Comme vous le savez, quand il est rentré des États-Unis en janvier 1933, il revenait de conférences données là-bas. Il débarque à Anvers au début du mois de janvier 1933 et Hitler a pris le pouvoir. Il sait qu'il peut pas rentrer en Allemagne parce que les SA sont en train d'investir son appartement pour montrer qu'il possède des armes de guerre parce que c'est un terroriste. Il trouve un couteau à pain et ils ont la preuve. On brûle ses livres, donc il peut pas rentrer. La première chose qu'il fait, c'est d'aller à Bruxelles, au consulat allemand, pour rendre son passeport allemand. Ouais. Alors qu'en janvier 1933, Hitler, il n'y a pas encore ce qu'on a appris par la suite. Il veut plus être allemand. Ça le rend fou. Et la reine de Belgique va l'aider à trouver un logement à Coq-sur-Mer, dans une très belle maison qui s'appelle la Savoyarde. Je sais pas pourquoi elle s'appelle la Savoyarde, parce que c'est une maison normande. Mais bon, ça c'est votre affaire de Belge. Et il va faire quelques allers-retours à Londres. Et il va rencontrer Churchill.
Et on sait ce qu'ils se sont dit. Et c'est le moment où Einstein va cesser d'être pacifiste. Avant, il envoyait des lettres de soutien aux objecteurs de conscience, français ou belges. Mais à partir de mars 1933, il dit non, Hitler veut la guerre, il va falloir se battre. En 1933. Et il va expliquer à Churchill qu'Hitler, c'est pas le même personnage que Mussolini. Pour la raison que je viens de dire. Hitler veut la guerre et donc il faudra se préparer. Et juste avant de quitter la Belgique pour aller aux États-Unis définitivement à Princeton, il s'arrête à Londres le 3 octobre 1933 et il donne une conférence au Royal Albert Hall, vous savez, la grande salle de concert qui est à côté de Hyde Park, devant 10 000 personnes. Vous pouvez trouver sur Internet des petits morceaux de phrases qu'il a dites ce jour-là. Il y avait 10 000 personnes. C'est assez bien enregistré. Mais surtout, on peut avoir le texte. Et c'est vraiment un texte qui est magnifique, qui fait l'éloge de la liberté. Il va falloir se battre pour la liberté. Sans liberté, pas de Beethoven, pas de Kant, pas de Pasteur, etc. C'est un texte magnifique. Et d'ailleurs, si dans ce texte, vous changez le mot Hitler par le mot Poutine, ça marche assez bien. Donc c'était un homme doux, mais très intelligent, y compris politiquement, qui avait tout à fait peur des comportements extrêmes. Je me permets. Deux réflexions, si vous me permettez. Je suis ici. Vous avez évoqué la proximité d'Einstein avec la Belgique. Il était contemporain de Georges Lemaître. Et je m'interrogeais sur la façon que Georges Lemaître a eue. Est-ce que c'est une expérience de pensée qui l'a amené à penser à l'instant zéro? Et est-ce que vous pensez, pour étendre la question, que la science moderne est encore propice à l'intuition et à faire des expériences de pensée qui pourraient nous amener à de nouvelles découvertes? Bon, c'est deux questions difficiles. Ouais, il était ami avec l'abbé Lemaître. Ils se sont rencontrés aux États-Unis, justement, lors de ce voyage dont je viens de parler. L'atome primitif, dans un premier temps, il n'a pas du tout aimé ça. Mais quelqu'un a dit tout à l'heure qu'en introduisant la conscience cosmologique, il avait fait une erreur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le détail de l'histoire, mais Einstein, je l'ai dit, publié en 1915. Et assez rapidement, des mathématiciens démontrent qu'il n'existe pas de solution stationnaire des équations d'Einstein. C'est-à-dire que l'espace-temps, en gros, tel que décrit par les équations d'Einstein, est un espace-temps qui n'est pas statique. Or, Einstein pensait que l'espace-temps était statique. Et d'ailleurs, dans beaucoup de livres de vulgarisation, on dit il a fallu attendre le XXe siècle pour découvrir que l'univers a une histoire. Évidemment, c'est complètement faux. Tous les récits ancestraux, toutes les cosmogonies, comme on les appelle, racontent une histoire de l'univers. Une naissance avec une évolution. Il n'y a pas de cosmogonie qui disent les gars, il ne s'est jamais rien passé. Donc toutes les cosmogonies racontent que l'univers a une histoire. Et même en physique, au XIXe siècle, il y a la thermodynamique avec la mort thermique qui raconte une histoire de l'univers. Là où ces livres ont quand même un peu raison, c'est que quand un physicien du XIXe siècle dit l'univers a une histoire, il dit pas du tout la même chose qu'un physicien du XXe siècle qui dit l'univers a une histoire. Au XIXe siècle, ça voulait dire ce sont les choses qui sont dans l'univers qui ont une histoire. Alors qu'au XXe siècle, c'est l'univers en tant que tel, c'est-à-dire l'espace-temps, qui a une histoire. Et donc Einstein, quand il dit l'univers est stationnaire, il veut dire non pas que les choses qui sont dans l'univers ne varient pas, il veut dire que l'espace lui-même est stationnaire. Et des observations astronomiques faites par Hubble aux États-Unis et Pesto Slipher vont montrer que certaines nébuleuses dont on pensait qu'elles étaient dans notre galaxie, la Voie lactée, en fait ont des vitesses d'éloignement tellement grandes qu'elles ne sont pas dans notre galaxie. Et donc ils découvrent l'existence d'autres galaxies et démontrent que la vitesse d'éloignement de ces galaxies est d'autant plus grande qu'elles sont plus loin. Et donc ils disent il y a une fuite des galaxies dans l'espace. Et l'abbé Lemaître, lui, va reprendre les données publiées par ces observations et va les interpréter dans le cadre des équations d'Einstein.
Et ça va complètement changer l'interprétation des choses. Au lieu de dire les galaxies s'éloignent les unes des autres dans l'espace, l'abbé Lemaitre dit non, les galaxies sont immobiles dans l'espace. Et la question c'est, comment se fait-il que leur distance mutuelle augmente alors qu'elles sont immobiles? Réponse de l'abbé Lemaitre, c'est parce que l'espace qui les sépare gonfle. Donc c'est l'espace qui est en expansion, et étant en expansion, il éloigne les objets, sans que les objets se déplacent dans l'espace. Et cette idée, Einstein va mettre du temps à l'admettre, mais en 1931, il va dire qu'il s'était trompé en pensant que c'était pas le cas. Il avait d'ailleurs introduit en 1917 la constante cosmologique dans ses équations pour permettre qu'il y ait des solutions stationnaires. Et beaucoup de gens disent ah, c'était une erreur. Lui-même a dit que c'était une erreur. Mais c'est pas sûr du tout. Parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le meilleur candidat aujourd'hui pour être l'énergie noire qui est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers, c'est la constante cosmologique. Donc, faut faire attention avec Einstein. Même quand il se trompe, il a raison. Monsieur Klein, une dernière question peut-être. Ok. À votre avis, la vitesse de la lumière, c'est un dogme qui ne changera plus jamais, ou bien c'est sujet à modification en fonction des découvertes? Bon, vous avez entendu la question de monsieur? Monsieur me demande si la vitesse de la lumière, le fait qu'elle soit fixe, invariante, est un dogme, ou est-ce qu'un jour on pourrait imaginer que... alors il y a plusieurs choses à dire. Souvent on dit la vitesse de la lumière est constante. C'est pas vrai. Elle n'est pas constante. La vitesse de la lumière dans le vide n'est pas la même que la vitesse de la lumière dans l'eau. Donc elle n'est pas constante. Le bon terme, c'est elle est invariante. Invariante. Invariante par changement de référentiel. C'est-à-dire que si vous mesurez la vitesse d'un rayon lumineux, quelle que soit la vitesse de l'objet qui émet cette lumière, vous trouverez la même valeur. Hein, comment le dire autrement? En fait, ce que dit la relativité, c'est que tout va tout le temps à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Tout va tout le temps à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Nous, on va à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Quand il y avait le confinement en France pendant le Covid, il y avait la queue devant la boulangerie. Les gens s'impatientaient, se mettaient à râler, ils sont français, et je leur disais, ne vous énervez pas, on fonce à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps, parce qu'on est immobile. Parce qu'on est immobile. Quand on est immobile, on fonce à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Et si on se déplace dans l'espace, par rapport à un autre observateur, on va diminuer la vitesse avec laquelle on va vers le futur. Okay, c'est le paradoxe des jumeaux de Langevin. Alors, pour répondre à votre question, il n'y a pas de données aujourd'hui qui réclament, pour être interprétées, qu'on abandonne l'hypothèse que la vitesse de la lumière est invariante. Deuxième chose, la vitesse de la lumière, c'est plus aujourd'hui la vitesse de la lumière. Je veux dire que c'est une constante universelle qui intervient dans toutes sortes de phénomènes, y compris dans des phénomènes dans lesquels il n'y a aucune lumière qui est mise en jeu. Prenez, je sais pas moi, la radioactivité bêta, un neutron qui devient un proton avec émission d'un électron. Pour décrire ça, on utilise mc², l'énergie au repos des particules, et il n'y a pas de lumière dans l'histoire, mais la vitesse de la lumière intervient. Donc c'est vraiment une constante universelle de la physique, dont on voit pas très bien, sauf si la physique est fausse, pourquoi il faudrait la remettre en question. Même s'il y a des théories de gravité quantique à boucle qui imaginent que la vitesse de la lumière dépend de la fréquence de la lumière correspondante. Bon. Mais pour l'instant, si je devais miser sur la stabilité de ce résultat, je le ferais volontiers. C'est du solide. Oui, une question. C'est moi ici. En est-on concernant la tentative d'unification, de conciliation, je ne sais pas très bien comment dire, entre la relativité générale et la physique quantique? Quel est l'état des lieux? Oui. Vous voulez quoi? Peut-être une deuxième conférence. Miller.
2000 heures. La question de monsieur, c'est où est-ce qu'on en est de l'unification de la physique quantique et de la gravitation, de la relativité générale, puisqu'en effet, quand on remonte le cours du temps, il y a un moment où les équations d'Einstein, non pas deviennent fausses, mais deviennent incomplètes. Comme elles ne décrivent que la gravitation, et que quand l'univers est très jeune, l'énergie est très grande, et les particules subissent d'autres forces que la gravitation, les forces nucléaires, les forces électroniques, il faut les décrire. La théorie d'Einstein ne le fait pas. Donc il y a un moment dans l'histoire de l'univers en amont duquel la description de l'univers par les équations d'Einstein devient incomplète. Incomplète au sens où elle ne décrit pas tous les phénomènes physiques que subissent les particules. Et ce moment, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Et donc il y a des tentatives multiples pour tenter de décrire en même temps la gravitation et les trois autres forces fondamentales. Il y a la théorie des supercordes, dont on a beaucoup parlé. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas faire cette unification dans un espace-temps à 4 dimensions continu. L'espace-temps ordinaire permet pas de faire cette unification. Et donc, il y a deux grandes pistes. La première, c'est d'augmenter le nombre de dimensions d'espace-temps. C'est le pari de la théorie des cordes. Et l'autre, c'est de dire l'espace-temps, il n'est pas continu, il est discret. Il a une structure atomique, si vous voulez. Ça, c'est la piste de la gravité quantique à boucle. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans des sortes de conjectures métaphysiques, parce qu'on n'a pas de données expérimentales qui permettent de discriminer entre les deux pistes théoriques que je viens d'évoquer. Et je crains que ça dure longtemps. Voilà. Donc, il ne faut pas vendre... C'est quoi, c'est la charrue? Non. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ah non, c'est la peau de l'ours qu'il ne faut pas vendre. Voilà. Mais je suis un peu fatigué. Comment l'univers peut-il se créer dans le rien, le néant? Est-ce que tu peux répéter ça? Comment l'univers peut-il se créer dans le rien, le néant? Je n'ai pas entendu. Comment l'univers peut-il se créer dans le néant? Le rien. Alors, si on admet que le néant est un bon à rien, rien ne peut sortir du néant. Alors d'abord, non mais ça serait vraiment trop long. Mais en fait, personne ne sait comment l'univers a été créé. Et personne ne sait si l'univers a été créé. Le Big Bang, c'est pas une théorie de l'origine de l'univers. Et d'ailleurs, vous avez remarqué une chose, c'est que quand on décrit l'origine d'une chose, par exemple l'origine des atomes, on raconte les processus physiques antérieurs à l'apparition des atomes, dont les atomes sont l'aboutissement. Donc raconter l'origine d'une chose, c'est raconter l'histoire qui a précédé cette chose, dont cette chose est la conclusion. Autrement dit, en science, le mot origine veut dire conclusion. C'est pas le sens ordinaire. Et donc ça marche très bien. On a compris l'origine des atomes, je l'ai dit. On a compris l'origine des étoiles. On a compris comment ça se passe avant qu'elles se forment, etc. Maintenant, si on applique ce raisonnement non pas aux choses qui sont dans l'univers, mais à l'univers lui-même. Ça voudra dire qu'on décrit l'origine de l'univers en racontant l'histoire qui s'est passée avant que l'univers apparaisse. Donc ça suppose qu'il y a une histoire avant l'origine de l'univers. Ce qui veut dire que l'origine en question n'est pas l'origine de l'univers. Et d'ailleurs, ça se voit très bien. Quand on nomme l'origine de l'univers, on prononce à chaque fois une phrase qui contredit l'idée que l'univers a une origine. Il y a des gens qui disent l'origine de l'univers, c'est je sais pas, un œuf primitif, un océan primordial, un trou noir, un demi-dieu, etc. Mais ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres et que vous appelez l'origine, ou bien elle a toujours été là. Ça veut dire alors que l'univers n'a pas d'origine. Ou bien elle n'a pas toujours été là,
Ce qui veut dire qu'elle a été précédée par autre chose dont elle est la conséquence. Et dans ce cas-là, c'est pas l'origine. Ok ? Donc, dès que vous nommez l'origine de l'univers, vous contredisez l'idée que l'univers a une origine. Et là où je suis d'accord avec ce que vous avez dit, c'est que si l'univers a une origine, ce qui n'est pas du tout prouvé, je n'ai pas le temps d'expliquer, alors, c'est qu'il a été précédé par du néant. Autrement dit, l'univers a une origine, ça veut dire il y a eu le néant, et tout d'un coup, il y a eu une première chose. Hein ? Mais d'abord, est-ce que le néant, ça peut exister ? Voilà. Et un néant qui peut cesser d'être le néant, est-ce que c'est encore du néant ? Autrement dit, est-ce que si le néant est capable de changer pour devenir quelque chose, ça veut dire qu'il a en lui quelque chose qui l'empêche d'être le néant, etc. Et donc, on est pris comme ça dans des paradoxes. En plus, je pourrais vous expliquer pourquoi le néant, c'est pas la même chose que le rien c'est pas la même chose que le vide. Et je vous propose, en guise de conclusion, qu'on dise tous ensemble les 3 mots que je viens de citer, néant, vide et rien, et devant, on met le pronom « je ». Vous êtes prêts ? 1, 2, 3, je n'ai envie de rien. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. On a commencé avec une question d'enfant, comment les choses tombent, et on a terminé avec une autre question d'enfant. Donc voilà. Bonne soirée à toutes et à tous, faites de beaux rêves, et à bientôt. Et merci Étienne.